1, 2, 3, 4, 5. On les appelle les 5 tabous japonais. Chacun est représenté par une forme ou un symbole bien distinct. La grue, les ronces, le cerisier, le losange et le chrysanthème. Je vous ai déjà parlé de 2 d'entre eux. Le losange, qui représente le Yamaguchi-gumi, donc le plus gros et le plus puissant clan Yakuza qui n'ait jamais existé. Et la grue, qui est le symbole de la croyance Nichiren, les origines de la secte la plus influente de tout le Japon, la Soka Gakkai. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un nouveau tabou du Japon, le cerisier. Il s'agit ni plus ni moins de l'emblème de la police japonaise. Après avoir autant parlé des malfrats, ce serait intéressant de savoir comment fonctionne leur opposé, ceux qui sont censés les combattre. Et visiblement, si on en croit les chiffres, ils y arrivent très bien. Les forces de l'ordre japonaises peuvent se vanter d'avoir un taux de criminalité les plus bas du monde dans un pays démocratique. Au Japon, on parle souvent d'une délinquance quasi inexistante et d'un taux de condamnation de 99%. 99% de condamnation, ça veut aussi dire 99% d'affaires résolues. Mais depuis quelques années, le système policier japonais exhibe ses failles et ses limites aux yeux du monde. Des conditions de détention délicates, des aveux obtenus par la force. Peu à peu, on comprend que tout n'est pas si lisse au pays du soleil levant. Mais tout ceci en réalité n'est qu'un héritage. Un héritage d'une période où la police n'avait pas besoin d'enquêter, n'avait pas besoin de traquer les criminels. On peut le dire, une période où le silence faisait sa loi. Alors je vous propose ensemble de découvrir qu'est-ce qui se cache réellement derrière la police japonaise. Contrairement aux 2 précédents volets, je ne peux pas me concentrer sur une personne en particulier de manière chronologique. C'est pour cela que j'ai décidé de séparer cette étude en 4 dossiers différents. Et j'avoue qu'il y en a un parmi ces 4 que j'ai très hâte d'ouvrir parce qu'il montre à quel point la police japonaise de l'époque pouvait être minable et corrompue. Mais pour commencer, il va de soi qu'un peu d'histoire est nécessaire. Et c'est dans cette optique que je vous propose d'étudier ensemble l'histoire de la police japonaise. Histoire de la police au Japon. C'est durant la période Heian en 816 que la police japonaise fut créée. À cette époque, son rôle se limite à la capitale, Kyoto. C'est le début des enquêtes criminelles et le concept de libération conditionnelle se met en place. Cette police, je vous avoue, elle ne va pas beaucoup évoluer dans son fonctionnement jusqu'à l'ère Meiji en 1868. Et pourquoi jusqu'à cette date? C'est parce que, à cette date précise, un homme va venir toquer aux frontières du Japon. Open the country or we will shoot. Ce n'est pas une véritable citation, mais c'est globalement ce qu'a voulu dire le commodore américain Matthew Perry lorsqu'il s'est adressé aux autorités japonaises pour qu'ils ouvrent leurs frontières. En effet, l'ère Meiji signe la fin du Sakoku et donc la fin de la politique isolationniste du pays. À cette époque, le gouvernement a bien conscience du retard qu'il a par rapport au reste du monde. Ce retard, il n'est pas uniquement dans les infrastructures et dans la science. Non, il est vraiment généralisé. Il est généralisé au fonctionnement global de la société. Le Japon manque cruellement d'informations sur comment tourne le monde dans lequel il vit. C'est dans cette optique qu'ils vont envoyer des hommes à travers le monde pour qu'ils aillent récupérer des modèles efficaces. Autrement dit, ils envoient des petits hommes pour aller copier chez les voisins. Et parmi ces hommes, il y a un certain Kawaji Toshioshi qui est en charge de trouver un bon modèle pour la police japonaise. Ce Kawaji, ce n'est pas n'importe qui, c'est un samouraï qui a connu la guerre et qui connaît bien le maniement des armes à feu. Mais il a su ranger ses armes pour devenir un bureaucrate. Et pour trouver un bon modèle, il choisit d'explorer l'Europe. Alors il va s'attarder en Prusse, mais c'est surtout en France qu'il va tomber amoureux. Alors non, Kawaji n'est pas tombé amoureux d'une femme, mais littéralement, il est tombé amoureux du système policier français. Il est en admiration devant l'organisation de la police française de la Troisième République. Il note scrupuleusement les moindres détails, l'uniforme, les armes, la procédure, les méthodes, la discipline. Et comme prévu lorsqu'il rentre au Japon, il a des idées plein la tête pour réformer la police japonaise à l'image de la police française. 1873. À cette date, le ministère de l'Intérieur se forme et il est quasi intégralement réformé avec les recommandations de Kawaji. Ce qui fait qu'à sa création, le modèle policier japonais est le petit frère du modèle policier français. Anecdote toujours sympathique à ressortir. La principale nouveauté pour le Japon, c'est que les pouvoirs de la police civile sont centralisés au niveau national, alors qu'anciennement, la mise en œuvre était déléguée aux préfectures. Mais les années passent et les tensions du XXe siècle débutent. Et en cette période, avoir une police efficace, c'est bien. Mais avoir une police qui traque les opposants politiques, c'est mieux. C'est dans cette idée, mesdames et messieurs, que se forme la Toko. C'est une police spéciale dont le but est d'empêcher les idéologies dangereuses de se propager. Quelles sont les idéologies dangereuses? C'est l'anarchisme,
le communisme et aussi le socialisme. Et pour tout vous dire, les membres de cette police spéciale n'étaient jamais réellement en manque de cible. Son champ d'action s'élargissait d'année en année, incluant les groupes religieux, les pacifistes, les activités étudiantes, les libéraux, les partisans de l'extrême droite et les étrangers. On va résumer ça par tout ce qui ne plaisait pas au gouvernement en place ou à l'empereur. Et comme vous avez pu le constater, la liste est plutôt longue. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle police qui va faire son entrée, la Kempeitai. Elle est plus communément connue sous le nom de Gestapo japonaise. Ce qui, vous serez d'accord avec moi, donne le ton. Son rôle, plus que de protéger les citoyens, c'était de maximiser l'effort de guerre en faisant en sorte que tout le monde travaille pour la nation. Mais comme vous le savez, ce sera peine perdue parce que le 2 septembre 1945, le Japon capitule. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains remettent en place la structure policière d'avant-guerre. Et en 1947, l'Agence de police nationale est fondée. Cette police est d'ailleurs celle qu'on connaît toujours aujourd'hui au Japon, celle avec ses commissariats, ses kobans, ses policiers, à vélo. L'image de la police est donc beaucoup moins terrifiante aujourd'hui qu'à l'époque. Voici donc les bases de l'histoire de la police japonaise, une histoire entre la discipline et les crimes de guerre. Une police qui dictait sa loi et contrôlait les mœurs, une police qui est quand même radicalement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Mais vous le sentez, il est temps pour moi d'ouvrir le second dossier, et au début de cette vidéo je vous ai parlé du tabou du cerisier, mais savez-vous réellement à quoi cela fait référence? Le tabou du cerisier. 1992. Dans l'open space, le brouhaha est incessant. On entend les bruits de frappe résonner de part et d'autre de l'immense pièce. Nous sommes actuellement dans la salle principale de rédaction d'un des plus gros journaux japonais. Comme dans l'open space, personne se dévoue, et bien on doit tirer au sort. C'est Yamada-san qui va être désigné pour couvrir l'affaire, un homme japonais de 30 ans. Cela fait déjà plusieurs années qu'il travaille au sein de cette rédaction et ses supérieurs n'ont absolument rien de particulier à lui reprocher. Ce genre de faits divers, en plus, je vous avoue, il a plutôt l'habitude de les traiter. Il enfile donc un manteau et part en direction de la scène de crime et vous allez voir, c'est sa méthode de travail qui va nous intéresser. Une fois sur place, Yamada-san s'aperçoit que la police a soigneusement placé de la rubalise pour délimiter la scène de crime. Il semble qu'on ait trouvé dans le quartier de Shinbashi une jeune femme morte dans un Novotel. Et la nouvelle a beau être fraîche, il y a quand même déjà beaucoup de journalistes présents. Certains jeunes reporters d'autres journaux tentent d'apercevoir quelque chose en plus sur la scène de crime. Mais Yamada-san, lui, ne se bouscule pas. Il a brièvement regardé la scène et maintenant il s'allume une cigarette. On peut presque dire qu'il fait juste acte de présence. Et avant de quitter la scène de crime, il prend juste une photo puis remonte dans sa voiture. Mais ne vous y méprenez pas, il ne rentre pas tout de suite. Il va suivre les autres journalistes ainsi que la police au commissariat le plus proche. Tous les journalistes s'entassent dans une seule grande pièce. Chacun est assis et tout le monde attend. La scène a des allures de conférence de presse, mais en réalité, ce n'est pas totalement le cas. Le commissaire rentre, monte sur l'estrade et s'installe à son pupitre. Il prend la parole et commence par les commodités habituelles envers les journalistes, mais il ne quitte pas une seule fois sa fiche des yeux. Pas un seul regard envers les journalistes, pas une seule considération. Pour Yamada-san, je vous avoue, rien de surprenant, pour lui il connaît, c'est la procédure. Un grand oui général et mécanique fait suite à sa question. Sur la fiche, on peut y lire le prénom, le nom, l'âge, le lieu et aussi l'heure du décès de la victime, mais rien de plus. Le commissaire, lui, à voix haute, ne fait que lire un à un chaque élément écrit sur la feuille. Et les journalistes n'auront rien de plus à se mettre sous la plume. Pas de contexte, pas de motif, pas d'informations sur une peut-être potentielle enquête, rien du tout. Aberrant, me direz-vous, d'autant plus qu'il n'y a absolument aucun journaliste qui prend le risque de lever la main pour potentiellement poser une question. Ils se contentent juste de rédiger leur petit article. Personne n'investigue et personne ne cherche à fourrer son nez un peu plus loin dans l'affaire. Et surtout pas Yamada-san. Parce que lui, et comme tous les autres, ils savent. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'écrire un mot de plus que ce que la police leur fournit. Et oui, vous commencez à comprendre. En ce qui concerne les crimes au Japon, c'est la police qui choisit qu'est-ce qu'elle met ou non dans les articles de journaux. Ce que je vous ai décrit là, cette scène en vérité, c'est vraiment le tabou du cerisier en pleine action. C'est un terme utilisé au sein des grands médias japonais pour désigner le fait qu'ils ne peuvent pas enquêter plus loin que ce que la police leur donne, sans quoi ils pourraient être radiés des conférences de presse. Et attention, ce n'est pas une menace de la part de la police, c'est simplement une sorte de contrat tacite entre les médias de masse et eux. Tant que les journalistes ne fouillent pas trop dans leurs affaires, ils leur laissent un petit peu de grain à moudre. Au Japon, dans les années 90, c'est la police qui fournit les documents aux médias et ce système est déjà mis en place depuis plusieurs décennies. Plus aucun journaliste ne tente de faire son travail. Mais alors pourquoi la police japonaise agit-elle ainsi? Pourquoi elle a ce besoin de filtrer tout ce qui apparaît dans les médias? C'est parce que la police japonaise, elle a un besoin viscéral de paraître parfaite aux yeux du peuple. La politique de 100% de résolution.
Nous sommes toujours dans le Japon des années 90 et dans les commissariats, il y a un adage qui règne. Au Japon, il n'y a pas de meurtre. Ne vous y méprenez pas, le pays a beau être excellent en termes de sécurité, cela ne veut pas dire qu'il est parfait, loin de là. Cette phrase signifie en fait que s'il n'y a pas de témoins effectifs, il n'y a pas de meurtre. Un homme retrouvé mort avec 2 balles dans le corps? Sûrement un suicide. Une femme retrouvée poignardée avec 8 coups de couteau? Oh, clairement, elle était en dépression. Et si vous trouvez que c'est ridicule ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, eh bien sachez que c'est littéralement la version des faits de la police. Dans certains cas, effectivement, ils n'hésitaient pas à clamer que c'était soit un suicide, soit un accident. Et en fait, ce n'est pas vraiment que la police ne veut pas faire son travail, c'est qu'elle ne veut pas baisser son taux d'élucidation. Si elle reconnaît qu'un cas est bel et bien un meurtre, elle doit chercher un coupable, un meurtrier. Et si elle ne le trouve pas, eh bien l'affaire prouve l'inefficacité de la police japonaise. Mais en réalité, je vais vous faire une confidence, c'est que durant cette période au Japon, pour la majorité des crimes, le plus compliqué ce n'est pas de trouver le criminel, c'est d'avoir assez de cran pour l'arrêter. La fameuse relation entre la police et les Yakuza. Il faut comprendre que dans les années 90, les Yakuza n'ont plus une bonne image auprès du peuple japonais. Tout le côté chevaleresque et le sens de l'honneur des Yakuza, eh bien, il s'est bien évaporé au fil des décennies. Avant, ils protégeaient les citoyens et ils aidaient la police à résoudre des crimes. C'était littéralement des bons samaritains qui se permettaient un petit peu plus que ce que la loi autorisait. Mais pour autant, ils étaient bien vus, et comme je vous l'ai dit, ça c'était avant. Parce que dans les années 90, ce n'est plus qu'une vulgaire mafia qui essaye de régner dans l'ombre et dans la terreur. Et le moins qu'on puisse dire, je vous avoue, c'est qu'ils y arrivent plutôt bien. Leur influence grandissante est depuis longtemps devenue un problème, et plutôt que de travailler main dans la main, on pourrait presque dire que la police japonaise se soumet à l'influence des Yakuza. Sans compter bien sûr le nombre de hauts gradés au sein de la police japonaise qui sont soit corrompus, soit qui font carrément partie d'un clan Yakuza. Ça vous paraît encore une fois aberrant, mais c'est une réalité. En termes de corruption, j'ai un joli dossier qui nous attend, mais ce sera pour un peu plus tard. Retenez bien que dans les années fin 80, début 90, au Japon, la mécanique est juste parfaite. Un clan Yakuza continue ses activités et si jamais il y a un débordement, eh bien c'est repéré par la police. La police ne va pas oser arrêter tous les Yakuza parce qu'ils sont trop puissants. Mais du coup, ils vont devoir couvrir le meurtre. En faisant quoi? En appliquant le tabou du cerisier. Parce qu'ils vont donner des informations incomplètes aux médias. Les médias n'auront pas le pouvoir de s'opposer à la police. Donc l'opinion publique reste calme, les policiers sont tranquilles et les Yakuza continuent leurs activités. Quand un débordement trop conséquent apparaît et qu'il est relayé dans la presse, la police japonaise demande tout simplement au clan Yakuza de désigner un coupable. C'est le Zishu. Tout est fait pour sauver les apparences. Le sens de la justice, du bien, de la vérité, on n'en a rien à faire. Qu'importe qu'il y ait des arnaques, des chantages, des meurtres, tant que l'opinion publique reste calme, tout va pour le mieux. Mais pourtant, cette mécanique très bien huilée va voir un de ses rouages parasiter. Attention mesdames et messieurs, les étrangers commencent à fouer leur nez dans les affaires des Japonais. 1993. Il faut que je vous parle de Jake Adelstein, c'est très important. En 1993, c'est un Américain de 24 ans et cela fait déjà 5 ans qu'il vit au Japon. La société japonaise, il connaît bien, et ses travers aussi, il connaît bien. Parce que si vous estimez qu'il y a du racisme envers les gaijin, donc les étrangers au Japon aujourd'hui, je ne vous raconte pas comment c'était en 1993. Et ce Jake, pourquoi pour moi c'est une légende? Eh bien parce que c'est le premier étranger de l'histoire à avoir intégré la rédaction d'un journal japonais. Et il a fait fort parce qu'il n'a pas intégré n'importe quel journal. Il a intégré le Yomiuri Shimbun, le quotidien le plus lu de tout le Japon. Jake a beau être un gaijin, c'est un bon élément pour le journal. Il couvre des petites affaires criminelles, je cite, du vol de sac à main au vendeur à la sauvette. Et il monte les échelons petit à petit en comprenant que ce que leur fournit les enquêteurs japonais, c'est une version au mieux incomplète, au pire mensongère. Alors lui, ce Jake, il va faire le vrai travail d'un journaliste. Il va réellement investiguer, il va prendre le risque d'investiguer et donc de briser le tabou du cerisier. Comme dirait le japonais, il va fourrer son grand nez d'étranger dans les affaires qui ne le concernent pas. Et avec tous ces éléments en main, il va combattre à visage découvert l'homme qu'on appelle Yamikin no Teo. En français, j'ai trouvé une traduction juste parfaite, l'empereur des vautours. De son vrai nom, Susumu Kajiyama, c'est un yakuza qui a basé une bonne partie de son business sur des prêts à des taux exorbitants à des familles au bord de la faillite. Et si j'ai des aussi belles images pour vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle a été adaptée en une série, Tokyo Vice, diffusée sur Canal+. Je vous avoue, je suis très fier d'avoir Canal+ en tant que partenaire pour cette vidéo parce que cette série s'inscrit parfaitement dans celle-ci. Et non seulement elle s'inscrit parfaitement, et je pense que si vous regardez beaucoup la chaîne, eh bien vous avez plus de clés en main pour comprendre le sous-texte et les détails présents dans cette série.
La xénophobie, l'importance des apparences, les hôtesses, les yakuza, vous avez vraiment tout qui est retranscrit de manière très réelle. Effectivement, c'est assez normal parce que ça se base sur le best-seller en fait de Jake Adelstein. Donc vraiment, si cette histoire vous plaît, je vous incite à aller la regarder sur MyCanal. La série a démarré jeudi, donc le 15 septembre, et 2 nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine sur MyCanal. En plus, le premier épisode est offert avec le lien dans la description. Merci Canal+, en vrai, ça fait plaisir. Mais revenons-en à Jake Adelstein. Il a lutté contre les yakuza en comprenant que ce n'est pas le système policier qui le ferait à sa place. Ce dernier est bien trop aveuglé par l'obtention de résultats qu'il en oublie de faire son travail, de protéger les citoyens et de combattre les criminels. Et vraiment cette volonté de la police de garder la face, de ne pas dire la vérité, de mentir littéralement, eh bien dans une certaine affaire, c'est allé très loin. Trop loin. Le cas Yukari Yokoyama. En ce beau dimanche matin dans la préfecture de Gunma, une famille rentre dans un pachinko. Le mari part jouer quelques billes dans des machines pendant que la mère part s'acheter quelques boissons. Ils ont une petite fille avec eux, Yukari, 4 ans, toute mignonne, mais elle va rester seule. Et quand les parents reviennent pour la chercher, elle est plus là. Et rapidement, les deux parents se rendant compte de la situation sortent en panique pour voir où elle peut être. Elle n'est pas sur le parking. Ils prennent alors la voiture pour explorer les alentours, mais rien n'y fait. Il a suffi de quelques minutes d'inattention pour que le drame se produise. En sanglots, les parents, démunis, se résignent à appeler la police. La police prend cette affaire très sérieusement et mobilise rapidement 70 hommes pour effectuer une battue dans les alentours. Malheureusement, après plusieurs heures de recherche, les policiers n'ont rien trouvé. Enfin, ils n'ont pas trouvé la petite Yukari, mais ils ont réussi à mettre la main sur quelque chose de très intéressant. Il s'agit des enregistrements de la caméra de surveillance du pachinko. Et c'est comme ça qu'ils vont découvrir ce qui s'est réellement passé sur les précieuses minutes qui ont précédé la disparition de Yukari. 今度はゆかりちゃんのすぐそばに座ったんです。やがて男はゆかりちゃんに話しかけるような素振りを見せ、右手で3回店内の外を指さしている様子が防犯カメラの映像で確認されているんです。 La petite Yukari n'a pas disparu seule, elle a été emmenée par quelqu'un. Ses langages corporels ne mentent pas. Apparemment, ce genre de comportement chez la petite fille traduit une détresse, un sentiment de mal-être. L'individu suspect qui est filmé est un homme qui mesure environ 1,58 m. Dû à la mauvaise qualité de l'enregistrement, son visage n'est pas discernable. Et donc malheureusement, aucun indice n'est réellement exploitable ici. En voyant ces images, le père de la petite Yukari est littéralement détruit. Il s'en veut mais terriblement d'avoir amené une petite fille dans un endroit inapproprié comme un pachinko. À force, il estime même que c'est une sorte de punition et que c'est totalement de sa faute. Malheureusement, sans plus d'indices, eh bien, l'affaire de la disparition de Yukari est classée sans suite. L'affaire aurait très bien pu s'arrêter ici, mais c'était sans compter un certain homme, Shimizu Kiyoshi, un journaliste qui va se passionner pour cette affaire 12 ans après les faits. Il va vouloir 12 ans après les faits trouver la vérité. Nous sommes donc en 2008 et comme on dit, à force de fouiller, on trouve. Et Shimizu va découvrir une vérité très troublante. 4 autres enlèvements similaires ont eu lieu. En 1979, un autre en 1984, le suivant en 1987 et le dernier en 1990. Et les modes opératoires sont très similaires. Les victimes sont uniquement des filles entre 4 et 8 ans et les jours de disparition sont uniquement des jours de fin de semaine, vendredi, samedi ou dimanche. Le journaliste, il sent qu'il tient une piste. Alors il continue de creuser et c'est là qu'il va découvrir une autre vérité encore plus choquante. Il va découvrir que tous ces enlèvements, donc les 4 précédents plus celle de Yukari, eh bien ils ont tous eu lieu dans un périmètre de 10 km. C'est dans une région extrêmement étroite. 5 enlèvements de petites filles les mêmes jours et dans les mêmes endroits. Et la police ne fait rien, n'enquête sur rien. Shimizu se dit que ce n'est pas possible. La police ne peut pas être aussi incompétente. Effectivement, la police a une bonne raison de croire que ces affaires ne sont pas liées parce que dans la disparition d'Ashikaga, c'est-à-dire la disparition juste avant la petite Yukari, donc en 1990, eh bien le criminel a été arrêté. Le criminel arrêté s'appelle Sugaya Toshikazu et effectivement, si ce monsieur est en prison, la théorie comme quoi un seul criminel est responsable de ces 5 enlèvements tombe à l'eau. Mais attendez, n'allons pas si vite. Et si c'était ce qu'on appelle un enzai? Enzai setsu, c'est le mot pour dire fausse accusation en japonais. Sugaya serait alors innocent? Malheureusement, ce qui fait de Monsieur Sugaya le coupable de la dernière disparition en 1990, eh bien ce sont des aveux de sa part et des traces ADN qui sont retrouvées sur le corps de la petite fille. Vous serez d'accord pour dire que ce sont 2 grosses preuves à son encontre. Cependant, Shimizu, il a toujours cette intuition et il va continuer, il va vouloir vérifier jusqu'au bout si ce que raconte la police est la vérité ou non. Shimizu, il a des contacts et il va vraiment exploiter le maximum de ce qu'il a pour faire refaire un test ADN à Monsieur Sugaya. Les traces ADN retrouvées sur le corps de la fillette et l'ADN de Sugaya sont mis en corrélation et cette fois-ci, c'est la surprise. Les ADN
ne correspondent pas. Mais alors pourquoi la police a déclaré que les ADN correspondaient en 1990? Eh bien la théorie, c'est qu'à cette époque, c'était l'une des premières fois où la reconnaissance ADN était utilisée en tant que preuve dans une affaire criminelle. Et les techniques n'étaient pas aussi pertinentes et précises qu'en 2008. Effectivement, en 18 ans, la science a eu le temps de progresser. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on est sur une erreur pour 1000 milliards d'individus. Donc on est assez sûr de nous. Mais dans les années 90, sur 1000 personnes, il pouvait y avoir entre 1 à 2 personnes qui avaient potentiellement le même ADN selon les tests. C'est beaucoup quand on y pense. 1 ou 2 personnes sur 1000. C'est énorme. On ne peut pas constituer ça comme étant une preuve. Si on suit ces méthodes, ça voudrait dire quand même que en France, je partage mon ADN avec 70 000 autres personnes. Ce qui est quand même pas négligeable, vous serez d'accord. Donc une des deux preuves, le test ADN, tombe. Il ne reste plus que les aveux de Monsieur Sugaya. Et encore une fois, ça va bien troubler notre enquêteur parce que les aveux de Monsieur Sugaya ont été obtenus après 13 heures d'interrogatoire. Effectivement, c'est dans le désespoir qu'il a avoué sa faute. Mais bizarrement, durant le jugement, Monsieur Sugaya a toujours clamé son innocence. C'en est trop pour Shimizu qui arrive à faire remonter le dossier jusque dans les hautes instances de la justice. Et donc le procès de Monsieur Sugaya, 17 ans après les faits, reprend. Après avoir passé 17 ans derrière les barreaux, Monsieur Sugaya Toshikazu est innocenté. Pour lui, c'était vraiment inespéré, mais lorsqu'il sort de prison, ce n'est pas la joie qui prime pour lui, c'est l'amertume. Pendant 17 ans, je me suis dit que le jour où je sortirai, les policiers et les procureurs me devront des excuses. Je ne leur pardonnerai jamais. C'est clair qu'après 17 ans, je pense que n'importe qui aurait beaucoup de haine en lui. Et cette situation, vous n'avez pas idée à quel point elle est embarrassante pour la police japonaise, parce que non seulement ils ont enfermé un innocent pendant 17 années, mais en plus ça veut dire que le vrai coupable, lui, est toujours en liberté. Et donc la théorie qui voudrait qu'une seule et même personne ait commis les 5 enlèvements devient beaucoup plus probable. Notre cher Shimizu, notre très cher enquêteur, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a certes réussi à faire libérer un innocent, ce qui est absolument incroyable au Japon, mais il ne dormira pas sur ses 2 oreilles tant que le vrai coupable ne sera pas derrière les barreaux. Il continue alors de récolter des informations, des témoignages autour des disparitions, et il va arriver à créer, on va dire, créer un profil du kidnappeur. C'est une description incomplète, plus basée sur des habits ou une démarche, c'est très imprécis, mais il a un élément qui fait que ça devient beaucoup plus facile pour lui de trouver le coupable. Oui, c'est le fait que le criminel doit sûrement toujours et encore fréquenter des pachinko dans la région. Dans cette région de recherche que je vous rappelle est très petite. L'enquêteur va alors tous les jours guetter dans différents pachinko pour voir si un homme avec sa description va faire son apparition. Les jours passent, ils défilent, mais un jour, l'homme que cherche Shimizu apparaît. Shimizu a le cœur qui bat la chamade. Selon la description de tous les témoins oculaires dans les différentes affaires, ça ne peut pas faire de doute. Il s'agit bien de cet homme. Et plutôt que de prévenir immédiatement la police, le journaliste décide de le suivre jusqu'à son domicile. La route n'est même pas si longue, le suspect n'habite pas très loin, et maintenant c'est bon. Shimizu a son adresse. Mais vous pensez qu'il va appeler la police? Non, toujours pas. Le journaliste vient de toquer à la porte du suspect. Nous allons l'appeler Monsieur A. Monsieur A ouvre la porte et là, c'est la confrontation. Shimizu parvient à peine à masquer ses tremblements et par réflexe, il va poser des questions. Il demande si Monsieur A n'a pas des informations concernant la disparition des jeunes filles ces dernières décennies. En effet, avec tous les témoignages qu'il a dû récolter, poser ce genre de questions est devenu presque une seconde nature chez lui. Shimizu regarde droit dans les yeux Monsieur A et Monsieur A commence à répondre. Il prétend fréquenter les différents pachinko, mais ne connaît pas plus que ça l'histoire de la disparition. En vérité, les réponses de Monsieur A sont bafouillantes. Sans trop pousser l'échange davantage, Shimizu remercie Monsieur A et repart. Il démarre sa voiture et s'éloigne du domicile de Monsieur A. Il tremble encore, mais le journaliste a un air plus que satisfait. Pourtant, vous le savez bien, ce genre d'échange avec Monsieur A ne constitue pas une quelconque preuve pour la police. Mais Shimizu est très fort. Il est très fort. Parce que si ce genre d'échange effectivement ne constitue pas une preuve pour la police, eh bien, il y en a une autre qui en constitue une. Vous savez quelle est cette preuve? Un test ADN. En effet, durant leur échange, l'enquêteur a réussi à prélever un échantillon ADN de Monsieur A. Clairement, c'est le boss, on va pas se le cacher. Il s'empresse d'avoir les analyses ADN et le résultat est sans appel. Avec la précision des méthodes de 2008, donc qui n'a rien à voir avec celle de 1990, eh bien la science atteste que l'ADN de Monsieur A correspond parfaitement aux traces ADN retrouvées sur le corps de la petite fille en 1990. Shimizu, en ayant récupéré ses résultats, s'empresse d'appeler la police. Pour lui, il a gagné, c'est bon. Il leur raconte la filature, la description de la personne, le prélèvement ADN, tout. Et la police ne fait rien. La police japonaise ne veut rien faire. Elle est dans l'inaction la plus
complète. Pour comprendre cette réaction, il faut d'abord que vous compreniez qu'est-ce que pourrait entraîner comme conséquence l'arrestation de Monsieur A. Premièrement, ça pourrait révéler le fait que la police a mal fait son travail, car il semblerait aussi que la police suspectait déjà Monsieur A durant l'enquête sur la disparition de Yukari en 1996. Sauf qu'en cours de l'enquête, ils se seraient rendu compte de l'erreur de l'accusation de Monsieur Sugaya avec l'affaire de 1990, et pour préserver les apparences, ils auraient arrêté l'enquête à cet endroit. Ils ont probablement préféré fermer les yeux plutôt que d'admettre leur erreur, et ça c'est sale, très très sale. Mais vous allez me dire que de toute façon, Monsieur Sugaya a été libéré. Ils ont admis leur faute, ils ont admis qu'ils avaient fait une erreur. Alors, qu'est-ce que ça peut bien encore rajouter? Eh bien c'est la seconde raison. Parce que pour la police, s'ils arrêtent Monsieur A, ça revient à reconnaître le fait que leur test ADN de l'époque était imprécis. Il faudrait alors vérifier toutes les accusations durant les années 90 qui ont été basées sur ce critère, dont une affaire, l'incident de Iizuka. Elle est très similaire à celle de Sugaya Toshikazu, enfermé injustement 17 ans en prison. Cette fois-ci, c'est un homme qui a été accusé du double meurtre de 2 filles et qui a toujours clamé son innocence. Mais lui aussi, à l'époque, son test ADN a matché avec celui des traces qu'on a retrouvées sur les 2 jeunes filles. Il a donc été condamné. Et autant dans le cas de Monsieur Sugaya, ils peuvent libérer quelqu'un de prison, mais la police japonaise n'a pas le pouvoir de faire revivre les morts. En effet, vous l'avez compris, mais la personne qui a été reconnue coupable dans l'incident de Iizuka a été exécutée. Et s'il est prouvé que la police a effectivement condamné un innocent à mort, l'image de la police ne s'en relèvera pas. Ce serait tout bonnement catastrophique pour les instances judiciaires japonaises. Voilà la réelle raison de pourquoi Monsieur A est encore en liberté et de pourquoi la police japonaise ne veut pas enquêter, pourquoi elle ne veut pas arrêter Monsieur A. Le journaliste Shimizu a fourni tous les documents qu'il avait et pourtant la police continue de fermer les yeux. Et je suis triste de vous annoncer que, à ce jour, en 2022, Monsieur A, au Japon, est toujours en liberté. Cette fierté mal placée, cette volonté de préserver les apparences à tout prix, afin de préserver l'opinion publique, elle est dégoûtante. La disparition de Yukari aurait pu être évitée, mais visiblement la police japonaise a réussi à noyer le poisson. Mais le 23 novembre 2001, c'est une autre affaire qui va se jouer. Une émission qui s'appelle The Scoop Special est diffusée sur la chaîne Asahi TV. Et c'est comme ça que la police japonaise va connaître à ce jour le plus gros scandale de son histoire. Les caisses noires de la police. Vous savez, le fait qu'un policier pique dans les caisses ou soit corrompu, c'est malheureux. En revanche, le fait que tous les commissariats de tout un pays soient impliqués dans une arnaque à une échelle nationale, ça, c'est moins commun. Konnichiwa. かつて私たちはですね、嘘つきは泥棒の始まりなんということを言いましたけれども、残念ながら今は私たちは嘘つきは警察の始まりなどというふうに言わなきゃいけないような風になってきた。Ouf, je vous avoue, cette punchline, elle a fait bien mal. Mais alors, de quoi il parle ici? Le reportage Scoop Spécial explique qu'au Japon, il y a ce qu'on appelle des primes d'enquête. C'est un budget préfectoral et national qui sert à rendre hommage aux collaborateurs qui ont fourni des informations utiles dans des affaires. Et ça peut aussi servir à payer de la nourriture et des boissons durant les entretiens avec eux. Ce sont donc les policiers eux-mêmes qui joignent les reçus et qui tiennent les comptes. Et je pense que maintenant, vous me voyez venir. Effectivement, selon ce reportage, ce budget, il n'aurait pas été utilisé du tout comme il le fallait. C'est ce que témoigne un des informateurs récurrents de la police. Les hauts gradés auraient utilisé ces fonds comme une sorte de caisse noire où ils pouvaient piocher pour des dépenses personnelles. Et on parle pas de quelques milliers de yens ici, on parle de 10 millions de yens, soit 80 000 € par an. Le commissariat qui est sur la sellette, c'est le commissariat d'Ashikawa à Hokkaido. Suite à la diffusion de ce reportage, les Japonais sont sous le choc. Le fait que la police pioche dans les caisses de l'État, c'est un scandale monstrueux. C'est pour ça que le commissariat fait une enquête interne d'urgence pour éclaircir cette affaire, et résultat, ils ne trouvent rien. Ils ont déterminé qu'il n'y avait aucune irrégularité, et à partir de là, l'affaire devient une comédie. Les preuves sont accablantes, et pourtant le directeur général continue de faire semblant de ne rien voir. Et là où ça devient ridicule, c'est que ce n'est pas une métaphore ce que je viens de dire, c'est que littéralement, il détourne le regard quand on lui montre les preuves. C'est terriblement grotesque, et pourtant les hautes instances du gouvernement continuent de clamer haut et fort qu'il n'y a aucun problème. On entend par exemple le chef du quartier général de la police d'Hokkaido qui nous dit « Le budget est exécuté correctement, la source des matériaux est inconnue, nous n'avons pas l'intention de mener une nouvelle enquête. » Par matériaux, ils entendent bien sûr les preuves de The Scoop Special. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi la présidente de la Commission nationale de sécurité publique. Elle dit, je cite, « Je n'ai pas l'intention de mener une enquête. » C'est juste lunaire. Ils arrivent à noyer le poisson. Non mesdames et messieurs, ce n'est pas une blague, ils y arrivent. C'est révoltant. Mais ne vous en faites pas, le 10 février 2004, coup de théâtre.
覚悟の実名告発に踏み切ったのである。私が旭川中央所長だった時にはありました。私も手を汚してましたから。Là, ce qui vient de se passer, c'est juste fou. Un ancien cadre supérieur du commissariat de Hokkaido a tenu une conférence de presse, a découvert donc en public pour dire que oui, ces caisses noires dans la police existent et oui, lui-même a profité de ça. Les hauts gradés faisaient des fausses signatures comme quoi les informateurs avaient effectivement reçu de l'argent, ils imitaient les signatures ou parfois faisaient des reçus à des personnes qui étaient décédées. Comme ça, personne venait se plaindre. Là, c'en est trop. Un tel niveau de corruption et de manipulation, ce n'est plus acceptable. Vous vous rendez compte que des preuves ont été apportées, une enquête a été menée, et que s'il n'y avait pas eu ce témoignage de cette unique personne, tout aurait été passé sous silence. La colère des journalistes et de la population japonaise est sans pareil. Tout est balancé aux yeux du public et l'affaire s'emballe totalement et c'est abrasif dans tout le pays. La colère continue de grimper et enfin en décembre 2004, ils annoncent des mesures. C'est pas trop tôt. Sur les 3235 personnes sanctionnées, 98 ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, 86 ont subi des réductions de salaire, 11 ont reçu des blâmes, 137 ont fait l'objet de sanctions disciplinaires internes, dont le chef du siège, et 2750 ont reçu des avertissements verbaux sévères ou des avertissements verbaux. Et la cagnotte, mesdames et messieurs, le montant de la caisse totale qui a été volée dans le commissariat de Hokkaido s'élève à 256 millions de yens, soit 2 millions d'euros. Enfin, ce qui est important à noter, c'est que dans cette affaire, ça, c'est les chiffres qu'on connaît. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que, certes, dans le reportage de The Scoop Special, le premier, eh bien ils se sont concentrés sur le commissariat de Hokkaido, mais ils ont dit que le phénomène était endémique dans tout le Japon. C'est plusieurs commissariats dans les 47 préfectures du Japon qui seraient concernés par ce phénomène de caisse noire. Alors des têtes sont tombées et des sanctions ont été prises, mais il faut bien se rendre compte que littéralement tout le corps policier, toute cette institution était au courant de ces agissements. Et même si changer tout le système est une idée très sympathique peut-être, mais dans la pratique, c'est impossible. C'est pour cette raison que selon moi, le plus gros scandale de la police à ce jour n'a pas eu de conséquences directes majeures au sein des forces de l'ordre. Quelques licenciements, des remboursements par-ci par-là, mais aucune mesure forte, rien de très marquant. Mais en fait si, ils ont perdu quelque chose de très précieux, c'est la confiance du peuple japonais. Cette histoire, écoutez, ce n'est clairement pas la seule dans son genre, hein. Il y a énormément d'affaires similaires. Il y a eu aussi l'incident de Mitsui Tamaki qui éclate en 2001, où on découvre que le directeur de la sécurité publique du bureau du procureur général d'Osaka fricotait avec des yakuza. Enfin bref, vous le sentez, dans le début des années 2000, le tabou du cerisier commence à faner. De plus en plus de rédactions prennent le risque de dénoncer des problèmes au sein de la police. L'opinion populaire condamne de plus en plus cette dernière, le gouvernement et leurs relations avec les yakuza. Ça a pris du temps, mais il est l'heure pour le gouvernement de se racheter en appliquant des mesures draconiennes à l'égard des yakuza. Loi anti-gang, la fin des yakuza. Pendant la majeure partie des 4 derniers siècles, le Japon a fermé les yeux sur l'implication des gangs dans l'extorsion, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, parce qu'à certains moments, comme après la Seconde Guerre mondiale, eh bien le Japon avait besoin des yakuza. Ils étaient là comme une sorte de sécurité pour le peuple. Mais depuis 2010, cette relation d'ordre pratique, on va dire, entre la police japonaise et les gangsters, s'est effritée. Les autorités ont mis du temps, mais elles ont enfin reconnu le fait que le code d'honneur yakuza s'en était allé depuis belle lurette. Et c'est comme ça que les politiques décident de voter le resserrement de la loi anti-gang en 2011. Ces nouvelles mesures, vous allez comprendre, elles visent à taper là où ça fait mal. Le but, c'est d'étouffer les sources de revenus des yakuza afin de réduire à néant leur existence. En fait, ces mesures rendent illégale la relation entre les personnes civiles et les yakuza. Et ça concerne surtout la détention des comptes bancaires. En gros, les banques n'ont plus le droit de faire semblant de ne pas savoir qu'elles abritent de l'argent des yakuza. Ils sont maintenant dans l'obligation stricte de contrôler les fonds de leurs clients. La police peut également enfin agir contre les yakuza, qui sont bien affaiblis en plus, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y vont pas de main morte. Pour vous dire, avec les conséquences de cette loi anti-gang, aujourd'hui même, quand j'ai acheté ma maison au Japon, eh bien j'ai dû signer un document sur lequel j'écrivais et j'attestais du fait que je n'avais aucune relation avec des gangs. Alors vous pouvez trouver ça peut-être un peu extrême et peut-être un peu ridicule parce que c'est un peu de l'autodénonciation, mais vous allez comprendre que la corruption au Japon, c'est quelque chose, mais c'est un sport national. Et surtout, vous n'avez peut-être pas idée à quel point la corruption pouvait monter haut dans les hiérarchies. Vous vous souvenez du dossier que j'ai mis de côté tout à l'heure? Eh bien il est temps de le ressortir. Keishu Tanaka. Keishu Tanaka, un homme qui vient de Fukushima et qui a fait ses études dans l'université de Tokai. Il rentre dans la sphère politique en 1983, mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa promotion en tant que ministre de la Justice le 1er octobre 2012. Parce qu'à peine un mois après sa nomination, il fait les gros titres. Le ministre de la Justice est lié avec un des plus gros clans yakuza du Japon. L'article fait mention d'une liaison entre Keishu Tanaka et le Inagawa Kai, qui est un des clans les plus puissants implantés à Tokyo.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait agi en tant qu'entremetteur pour un mariage d'un des membres haut placés du gang. Après, le ministre de la Justice s'est défendu en disant que tout cela datait d'il y a 30 ans. Quasiment pile poil lors de son entrée en vie politique? Si, totalement. Et contrairement à ce que Keisho Tanaka affirme, notre très cher Jake Adelstein affirme qu'il a conservé des liaisons avec les Yakuza jusqu'à au moins l'an 2010. Alors ce n'est que mon avis, mais selon moi, le fait qu'il soit élu ministre de la Justice juste après le fait qu'il y ait les lois anti-gang qui aient été votées, ce n'est pas pour rien. Je me dis que les Yakuza ont voulu placer en tant que ministre de la Justice un des leurs pour essayer de rester tranquille. Donc est-ce que les Yakuza ne se sont pas dit que ce serait intéressant d'avoir un ministre de la Justice qui travaille directement ou au moins partiellement pour eux? À mon avis, oui. Quoi qu'il en soit, le ministre a dû démissionner, mais en réalité, la population japonaise n'était pas très surprise. En fait, ce genre de liaison des hommes politiques avec la pègre, eh bien, ce n'est clairement pas nouveau, et même si on n'en parle pas dans les médias, eh bien, les Japonais le savent. Preuve que malgré le tabou du cerisier dans les médias, tout le monde savait très bien ce qu'il se passait dans l'ombre. La seule différence, en fait, entre les années 90 et les années 2000, c'est que maintenant, ça fait la une des journaux. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est ce qui est connu, c'est ce que j'ai pu récolter comme information, mais essayez d'imaginer tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a réussi à être caché. Je pense sincèrement que 95% des histoires sont encore cachées. Et d'ailleurs, vraiment merci beaucoup à Jake Adelstein d'avoir mis un gros coup de pied dans la fourmilière au péril de sa vie pour essayer de modifier ce système. Aujourd'hui, la police japonaise a mis fin à cette corruption avec les Yakuza. Quelques incidents surviennent ici et là, mais rien à voir avec le phénomène qu'on pouvait voir dans les années 90 ou encore avant. Et je pense d'ailleurs que ce sont les scandales qui ont éclaté dans le début des années 2000 qui a forgé cette police qu'on connaît aujourd'hui, qui a une volonté de résultat forte, très forte, trop forte même, et qui fait que les personnes arrêtées craquent et passent aux aveux. Dans de rares cas, la police se retrouve face à ses erreurs, mais dans ces instants, elle choisit trop souvent de fermer les yeux ou de simplement choisir un bouc émissaire qui se contentera de démissionner. Il suffirait pourtant de reconnaître que la police ne peut pas être parfaite, de reconnaître que parfois elle peut commettre des erreurs. Mais en fait, c'est peut-être le peuple japonais qui n'est pas encore prêt pour entendre ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ce sujet m'a vraiment passionné, mais c'était incroyable je trouve. J'ai encore plus galéré que d'habitude à trouver des informations parce que effectivement le but c'est qu'elles soient passées sous silence, donc vous imaginez bien que c'est compliqué. Merci encore une fois à Canal+ d'avoir été le partenaire de cette vidéo avec la série Tokyo Vice. Je ne pouvais clairement pas rêver mieux pour aborder ce thème. En fait c'est même pas qu'elle s'inclut bien, c'est que les travaux de Jake Adelstein ils font partie intégrante de cette vidéo. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.